Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va bientôt commencer. On attendait quelques minutes, alors qu'on avait dit qu'on allait commencer à 14 heures, mais il faut toujours laisser les 5 minutes académiques, le temps que tout le monde se connecte, en tout cas tous ceux qui ne sont pas trop en retard. Et donc, on va commencer, on a dit, à 14h05. Je voulais d'abord pour rappeler, pour ceux qui viennent de se connecter, donc de laisser les micros fermés, parce qu'on vous a donné la possibilité d'ouvrir votre micro, mais comme vous allez être en principe assez nombreux, pour éviter la cacophonie, ça serait bien que vous laissiez votre micro fermé pour l'instant, sachant que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, alors, soit dans le chat, donc ça c'est une possibilité de nous poser une question dans le chat, soit à l'oral, mais pour cela, on vous demande, si vous souhaitez poser une question à l'oral, de lever la main, ce qui permettra de gérer les prises de parole, voilà, pour éviter la cacophonie. Donc, je vous invite donc tout d'abord éventuellement à poser vos questions dans le chat et puis, si besoin, de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole et que vous puissiez ouvrir votre micro. Voilà, on va procéder comme ceci. Donc, je vais spécifiquement sur l'appel à projet générique, puisque en fait, ça correspond à peu près l'ouverture de l'appel à projet générique ayant eu lieu autour du 14 juillet. À la période dans laquelle vous êtes en train, au principe, si vous avez l'intention de déposer des projets, de commencer à préparer les pré-propositions. Donc c'est la bonne période pour vous apporter des informations, si besoin, sur cet appel à projet générique. Et donc aujourd'hui, on a consacré cette session au domaine scientifique de la physique, de la chimie, des sciences de la matière, des sciences de l'ingénieur et des domaines applicatifs associés. C'est des domaines qui sont sous la responsabilité du département dont je suis le responsable. Et je suis accompagné, comme vous pouvez le voir autour de moi, par un certain nombre de collègues qui sont des chargés de projets scientifiques, donc dans les différents champs de ce département et donc associés à différents axes de ce département. Alors du coup, je vais où là? Je vais ailleurs ou pas? Tu sais, c'est ANR capteur. Oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle. Donc, on reviendra sur les champs. Alors, les champs, c'est 16 axes scientifiques gérés par mon département, dans lesquels j'ai entendu capteur. Oui, capteur en fait partie, puisque c'est là où on retrouve beaucoup de physique, un peu de chimie, beaucoup de sciences de l'ingénieur également. Voilà. Donc, vous êtes dans le bon séminaire si vous vous intéressez au capteur, à l'instrumentation. On peut passer à la suivante, peut-être. Voilà. Alors, les objectifs, ça ne passe pas. Si, voilà, ça arrive. Les objectifs de ce séminaire, c'est de vous présenter la programmation de l'ANR dans les domaines de la physique, de la chimie, de la science des matériaux, de la science de l'ingénieur, par rapport à l'appel à projet générique 2025. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais vous présenter une cartographie synthétique des principaux axes scientifiques de la APG qui vont accueillir ces disciplines. Donc ça peut être des axes scientifiques qui vont être dédiés spécifiquement à l'une ou plusieurs de ces disciplines. Ça peut aussi être des domaines scientifiques dans lesquels on va retrouver ces disciplines, mais pas forcément uniquement. Donc ça peut être par exemple des domaines comme l'énergie ou la sécurité globale dans lesquels on va retrouver ces disciplines, mais pas exclusivement. L'objectif aussi de ce séminaire, c'est de vous donner quelques conseils pour choisir l'axe scientifique qui serait le plus en adéquation avec votre projet. Alors, je vais tout de suite dire quelque chose d'important, c'est qu'on ne va pas vous apporter un conseil fort pour déposer votre projet dans tel ou tel axe. Parce qu'en fait, c'est votre propre choix. Vous pourriez, si on vous disait, compte tenu du sujet de votre projet, allez déposer dans tel axe et que vous n'êtes pas sélectionné, vous pourriez nous le reprocher a posteriori de vous avoir mal aiguillé. Donc,
c'est essentiellement votre responsabilité. Par contre, ce que l'on va faire ici, c'est vous donner des indications pour choisir le meilleur axe, l'axe le plus pertinent pour votre projet. Donc on va pouvoir éventuellement vous apporter des éclaircissements sur des périmètres d'axes si besoin, donc à travers les questions que vous pourrez nous poser. L'objectif aussi de ce séminaire, c'est de vous apporter quelques informations sur la répartition par axe, par instrument, mais aussi sur ce que j'appelle le dimensionnement des projets, et notamment le dimensionnement alors en termes de nombre de partenaires pour les projets collaboratifs, ou d'aide demandée par projet ou par partenaire, puisque ce sont des questions qu'on a assez souvent de la part des déposants. Voilà. Alors, pour des informations plus détaillées spécifiques à chacun des axes, on ne va pas présenter en détail chacun des axes dans ce séminaire, puisque ça serait trop long. Je vous ai dit, on est responsable de 16 axes scientifiques dans ce département. En ne passant que 5 minutes par axe, ça ferait 1h30 rien que pour ces présentations-là. On ne va pas le faire axe par axe. Mais je vous invite à consulter des présentations PowerPoint qu'on a préparées en amont de ce webinaire et qui correspondent à chacun de ces axes avec plusieurs informations en plus du texte de l'appel à projet générique que vous avez déjà, notamment des statistiques sur les financements accordés l'an passé pour chacun de ces axes et quelques exemples de projets qui nous semblent des projets typiques illustrant le contenu de ces axes-là. Voilà, donc des projets financés ces 2 dernières années dans le cadre de ces axes-là. On peut passer à la suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire quelques rappels. Premier rappel, c'est qu'en amont de la publication de l'appel à projet générique, il y a un travail qui s'effectue, qu'on appelle le travail de programmation de l'ANR, qui n'est pas un exercice interne à l'ANR. Au contraire, en fait, c'est un exercice qui se fait dans le cadre de la stratégie globale de l'État et notamment en relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi conjointement avec les organismes de recherche et les directions des organismes de recherche, bien sûr du personnel de l'ANR, puisqu'on a une assez bonne connaissance, on va dire, des projets qui sont déposés et de la façon dont fonctionnent les comités, et puis éventuellement d'autres parties prenantes, par exemple d'autres ministères, le cas échéant, ou des pôles de compétitivité. Donc c'est un exercice de programmation qui passe par ce qu'on appelle des comités de pilotage de la programmation, qui aboutit à la rédaction, découpage ou découpage de l'appel à projet générique dans un certain nombre d'axes. Le nombre n'est pas figé dans le marbre, puisque en fait, l'an dernier, si vous faites référence à l'appel à projet générique 2024, il y avait 56 axes, et pour cette année, pour l'appel à projet générique 2025, il y en a 57. Donc il y a eu des créations d'axes. De fait, il y a eu en fait des axes du domaine de la physique, sur lesquels je reviendrai, puisque ça peut concerner directement certains d'entre vous, des axes du domaine de la physique qui ont été reconfigurés pour passer essentiellement de 2 axes dédiés à la physique à 3 axes dédiés à la physique dans la nouvelle programmation. Comme je vous l'ai dit, c'est votre responsabilité de choisir le comité qui vous semble le plus pertinent ou déposer votre projet. Voilà. Et il y a une bijection entre ce qu'on appelle les axes scientifiques d'un côté et les comités d'évaluation scientifique. C'est-à-dire qu'à chacun de ces axes scientifiques est associé un comité d'évaluation spécifique composé d'acteurs de l'évaluation qui sont vos pairs. Ça peut être vous-même, vous avez pu participer à des comités dans le passé. Ça peut être vos collègues de travail qui sont invités à participer à ces comités d'évaluation scientifique qui ont la charge de l'évaluation des projets qui sont déposés dans un axe donné et de leur sélection. L'ANR n'est simplement là que pour les accompagner et organiser principalement ces comités. Et également s'assurer que les comités travaillent conformément à la méthodologie et aux règles qui ont été annoncées dans l'appel à projet, et notamment évaluent les projets à l'aune des critères d'évaluation qui ont été publiés dans le texte de l'appel à projet. On peut passer à la suite. Alors, je vais quand même vous faire quelques recommandations pour le choix de l'axe, même si je vous ai dit que on ne pourra pas vous conseiller explicitement un axe pour votre projet. J'ai 3 recommandations à vous faire.
Alors, la première, bien entendu, c'est de bien lire les textes des axes qui vous intéressent. Voilà, les périmètres de chacun des axes ils sont décrits alors du mieux qu'on a pu. Peut-être qu'effectivement, il peut subsister des ambiguïtés. Il y a également des listes de disciplines, de mots-clés, de codes ERC qui y sont associés. Donc, ça vous donne quand même pas mal d'indications par rapport à votre sujet. Deuxième recommandation, c'est en fait de regarder la liste des membres de comité qui correspondaient à cet axe-là l'an passé. Ça peut vous donner des indications, c'est-à-dire que si vous voyez une liste de membres de comité dans laquelle vous ne connaissez absolument personne dans vos disciplines, je dirais qu'il faut vous inquiéter dans ce cas-là et vous demander si c'est bien le bon comité. Parce que ce sont les personnes qui seraient susceptibles d'évaluer votre projet. Alors, je dois aussi vous dire que vous n'aurez pas accès à la liste des membres de comité qui va évaluer les projets que vous allez déposer au mois d'octobre. Cette liste-là ne sera publiée qu'après la publication des résultats finaux, donc en juillet de l'année prochaine. Ce qui a été publié par l'ANR cette année, c'est la liste des membres de comité qui ont évalué et sélectionné les projets qu'on finance cette année, en 2024. Mais ça vous donne quand même de bonnes indications. Donc, je vous invite à regarder ces listes-là, même s'il y a certains membres qui ne seront plus éligibles, il y aura des remaniements dans ces listes-là. Mais du point de vue thématique, ça va rester quand même relativement stable. Sauf pour la physique, là encore, je reviens sur ce sujet de la physique, puisqu'il y a eu un remaniement très fort des axes consacrés à la physique. Alors d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas pu participer au webinaire qu'on a organisé mercredi après-midi, qui était spécifiquement dédié à la physique, je vous inviterai à consulter la présentation qu'on a utilisée pour ce webinaire, donc qui a été faite mercredi. Et puis également, on a fait un enregistrement en ligne, donc on va mettre cet enregistrement à disposition. Vous pourrez aussi consulter cet enregistrement si vous voulez avoir plus d'informations sur ce redécoupage des axes dédiés à la physique et plus globalement sur là où se trouve la physique dans l'appel à projet générique. Troisième recommandation, c'est de lire également les titres des projets sélectionnés les années précédentes. Parce que si le périmètre du comité n'a pas trop changé par rapport à l'an passé, ça vous donne aussi des bonnes indications de ce qui avait été déposé et financé dans le cadre de ces comités. Voilà pour ces recommandations. Alors, de quoi va-t-on parler? De quoi parle-t-on ici en termes d'axes? En termes d'axes, on va essentiellement traiter donc, les 16 axes qui sont affichés sur cette planche. Je ne vais pas tous les lire précisément, je vais simplement mettre l'accent sur quelques points qui sont un peu différents, voire très différents de l'an passé, sur lesquels je voulais attirer votre attention. Alors, il y a des axes du domaine qu'on appelle sciences de la matière et de l'ingénierie, pour lesquels je vous attire votre attention sur le fait que ces axes ont été renumérotés par rapport à l'appel à projet générique de l'an passé. Donc il faut faire attention à ce point-là parce que quand on va vous demander votre axe, de choisir votre axe, il ne faut pas se baser sur le choix que vous aviez fait l'an dernier si vous redéposez un projet. Ce qu'on appelait le B01 l'an dernier n'est plus le B01 de cette année. Donc il faut vraiment faire attention à ce point-là. C'est pour ça que je l'ai marqué en rouge. Il y a aussi, comme je l'ai dit, deux axes qu'on peut dire nouveaux dans le domaine de la physique. Ils ont remplacé un axe qui existait précédemment dans la programmation, qui sont les axes B06, B07. Donc physique des concepts fondamentaux et physique de la matière diluée, et puis B07, physique de la matière condensée. Voilà, donc ce sont les principaux changements dans cette programmation qui est sous la responsabilité de mon département. Sinon, le reste n'a pas évolué par rapport à l'an passé, y compris les textes n'ont pas évolué. En revanche, c'est vrai que la création d'axes nouveaux en physique ou les remaniements en physique ont pu induire des déplacements de frontières
ailleurs que dans ces comités de physique. Donc, ça sera à vous de voir, en fonction de cette création, si votre projet tombe toujours dans l'axe où vous souhaitiez le déposer l'an dernier, par exemple, ou si vous devez revoir ça compte tenu de ces changements. Alors, la suite. Alors, pour le choix des axes, toujours, je voulais faire quelques remarques qui me semblent particulièrement importantes. C'est que, en fait, chaque axe, et donc chaque comité qui correspond à un axe, a des spécificités, c'est-à-dire qu'il a une grille de lecture spécifique qui lui permet de comparer plus facilement les projets déposés. Alors, bien entendu, il va évaluer chaque projet à l'aune des critères d'évaluation qui sont dans le texte de l'appel à projet, mais avec un angle de lecture spécifique au positionnement de son comité. C'est pour cela que je voulais insister sur le fait qu'en fait, il y a des axes qui suivent différentes logiques. Il y a des logiques de construction d'axes autour de disciplines scientifiques. Donc là, je vous donne deux exemples. Le B04, chimie moléculaire, j'espère que je me suis trompé d'ailleurs dans les numéros. B04, donc chimie moléculaire, ou le G02, physique subatomique et astrophysique. Là, on est dans des logiques de construction disciplinaire. Donc on va attendre des projets qui vont répondre à des enjeux autour de ces disciplines-là. Quelle que soit l'application, quelle que soit... Il y a des axes qui sont plutôt focalisés sur des sciences et des technologies diffusantes, donc avec des angles de lecture particuliers là encore. Je donne encore deux exemples. Donc H10, nano-objets, nanomatériaux fonctionnels et interfaces, pour lesquels eh bien, la dimension, les spécificités du domaine nano sont un des enjeux importants. Il ne s'agit pas de proposer un projet dans lequel on connaît déjà les propriétés nano pour une application, par exemple, dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de la santé, parce que le projet ne sera pas jugé dans ce type de comité-là suffisamment innovant sur l'aspect proprement nano. Il faut vraiment qu'il y ait des avancées fortes dans le domaine propre au nano pour que ce projet soit bien considéré dans le cadre d'un tel comité. Pareil pour le comité capteur, imageur et instrumentation. Là encore, on attend des innovations fortes sur les principes de métrologie, d'instrumentation, et pas des choses qui sont déjà connues et qu'on va pouvoir appliquer à d'autres domaines. Si c'est déjà connu, il faut plutôt aller regarder dans des domaines applicatifs, utilisation de votre capteur ou de votre instrumentation, soit pour faire de la biologie, soit pour faire des capteurs pour l'environnement, etc. Voilà. C'est pour cela qu'il existe aussi des axes qui sont plutôt construits autour d'enjeux de société. Et là, je donne encore quelques exemples. Les axes, par exemple, consacrés au domaine de l'énergie, comme H9, une énergie durable, propre, sûre et efficace. L'axe H17, sécurité globale, résilience ou gestion de crise et cybersécurité. Ou l'axe H18, ville, bâtiment, construction, transport et mobilité. Ou dans ce cas-là, ce que va regarder le comité comme grille de lecture commune à tous les projets, ça va être la question de la crédibilité de l'application, même si c'est à long terme, par rapport aux thématiques de l'axe. On peut passer. Alors, je change complètement de sujet pour vous parler de ce qu'on appelle les priorités stratégiques de l'État. Les priorités stratégiques de l'État, en fait, ce sont des sujets que le ministère estime très importants, évidemment. Donc, c'est une demande du ministère de la Recherche et pour lesquels il souhaite que l'ANR finance davantage de projets que ce que pourraient faire naturellement les comités à travers les budgets qui sont attribués à chaque comité. En fait, chaque comité va financer un certain nombre de projets à travers un budget que lui attribue l'ANR. Et pour ces priorités stratégiques, le ministère de la Recherche souhaite qu'il y ait plus de projets financés que ce que vont faire les comités. Et donc c'est aussi pour ça que, en fait, dans le cadre de ces priorités, il accorde des budgets supplémentaires qui vont permettre de financer quelques projets en plus. Voilà. Donc il y a à la fois l'objectif dans cet affichage de vous dire que ce sujet est prioritaire. Donc si vous avez un projet qui s'intéresse à ce sujet-là, eh bien il va être bienvenu dans l'appel à projet générique d'une part. D'autre part,
on va pouvoir financer un peu plus de projets que ce ferait naturellement les communes. Vous avez des priorités qui sont reconduites depuis déjà pas mal d'années. Donc, vous avez la liste ici. Certaines peuvent intéresser les communautés qui sont présentes aujourd'hui. Donc, par exemple, je pense en intelligence artificielle, ça peut arriver que vous puissiez proposer un projet qui pourrait relever de cette priorité. Alors, il faut être bien clair là-dessus. Dans la priorité intelligence artificielle, pour vous donner cet exemple, on vise un projet dans lequel on n'est pas simplement utilisateur de l'intelligence artificielle. On sait bien que c'est devenu un outil qui est maintenant largement utilisé dans beaucoup de domaines de recherche, par exemple en sciences des matériaux. Il ne s'agit pas ici d'utiliser un peu sur étagère des outils d'intelligence artificielle pour votre projet. Il s'agit aussi, et surtout, dans le cadre de cette priorité, d'avoir un projet qui fasse avancer les méthodes dans le domaine de l'intelligence artificielle, les méthodes, les techniques, etc., dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, je voulais aussi insister ici sur le fait qu'il existe deux priorités, alors qui ne sont pas totalement nouvelles, mais qui sont récentes, qui ont été introduites l'an passé dans le plan d'action, à la demande de l'État, toujours, à la demande du ministère de la Recherche. Une priorité sur les mathématiques, qui nous intéresse probablement moins que la seconde, puisque la seconde, en fait, est sur l'exploitation scientifique des données générées par les SOSI et infrastructures de recherche étoilées. Alors, infrastructures de recherche étoilées, pour les anciens, c'est ce qu'on appelait les TGIR, très grands instruments de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle priorité ? Parce qu'on a observé qu'elle n'avait pas été forcément bien comprise l'an passé. Et c'était un peu normal parce qu'on était dans une phase où c'était la première fois. Donc, voilà. Lorsque vous déposez un projet, on va vous demander de toute façon si votre projet est associé à une infrastructure de recherche. D'ailleurs, qu'elle soit étoilée ou pas. Vous avez une liste d'infrastructures de recherche qui est proposée et vous allez pouvoir déclarer, par exemple, que vous utilisez un synchrotron, donc Soleil, par exemple. Donc, vous cochez cette case et il y a parmi cette liste d'infrastructures un certain nombre qu'on appelle la liste OSI-IR étoilée, qui est une liste prédéfinie, qui apparaît dans le texte du plan d'action, qui sont ces grandes infrastructures de recherche financées par le ministère de la Recherche, qui peuvent faire l'objet de cette priorité. Alors, en quel sens peuvent-elles faire l'objet de cette priorité ? Elles le feront sur la partie qui concerne la phase d'exploitation des données de l'infrastructure de recherche, issue d'infrastructures de recherche. C'est-à-dire que là, on ne vise pas des projets qui vont aller depuis la conception de l'expérimentation. Je vais reprendre l'image du synchrotron soleil. Bon, vous arrivez avec un projet qui vous allez imaginer une expérimentation donc, pour mesurer telle propriété physique ou tel phénomène sur votre échantillon ou sur votre composant. Vous allez tester ça donc, au synchrotron soleil, recueillir des données et les exploiter dans votre projet. Donc ça fait un package complet. Donc ça, c'est très bien pour votre projet. Mais ce n'est pas ce qui est visé dans cette priorité. En fait. Ce qui est visé dans cette priorité, c'est quelque chose que le ministère estimait non couvert par aucun type de financement en France, y compris l'ANR estimait que c'était mal couvert jusqu'à présent. C'est des actions de recherche, des activités de recherche qui sont uniquement dédiées à des données qui, de toute manière, seraient déjà produites par ces infrastructures de recherche. Et là, je vais vous donner un autre exemple où vous allez comprendre un peu ce qui est attendu dans ce cadre-là. C'est l'exemple des grands observatoires astronomiques au sol. Donc, les grands observatoires astronomiques au sol, qui souvent sont des observatoires internationaux, recueillent des données quasiment en continu, puisque c'est des choses qui, l'image est claire, ça tombe du ciel. Donc, voilà, donc on recueille des données en continu par l'observation dans ces observatoires, et ces données doivent être ensuite traitées. En France, il n'existe pas de dispositif pour pouvoir traiter ce type de données, en fait, pour pouvoir soutenir des chercheurs pour traiter ce type de données. Et donc, le ministère a souhaité qu'on comble cette lacune en permettant le dépôt de projets de recherche qui vont être focalisés sur cette phase de traitement de données. Voilà, c'est ça l'objectif
de cette nouvelle priorité. S'il y a des questions, on pourra revenir dessus. Je vous inviterai à les poser dans le chat. Avant de passer aux questions, je voulais aussi vous donner quelques indications sur les champs disciplinaires mobilisés par rapport aux axes scientifiques, donc pour vous apporter quelques éclairages. Alors, là, je vous ai mis une planche qui, volontairement, est assez illisible, mais pour vous montrer que plusieurs messages, en fait. Plusieurs messages. C'est tout d'abord que, en fait, on couvre à peu près tous les champs disciplinaires de type ERC. Donc, c'est basé sur des observables, donc là, ce tableau-là. Donc, les observables, c'est ce que nous, on a observé lorsque vous déposez des projets. Donc, j'ai pris les données donc sur l'année 2024. Donc, vous déposez des projets. On vous demande de déclarer des disciplines ERC associées à votre projet. Et donc, moi, j'ai juste compilé ces données-là. Donc, ça donne ce tableau, qui est le tableau de croisement entre les disciplines ERC que vous avez déclarées et là, vous avez déposé le projet en termes d'axes scientifiques. Donc, vous voyez qu'il y a une très large couverture. Alors, j'ai mis en rouge les disciplines qui nous intéressent ici, principalement relevant donc, de la physique, de la chimie et des sciences de l'ingénieur. Donc, vous voyez que ça couvre beaucoup de comités. Donc, c'est le premier message, en fait. Ça couvre beaucoup de comités, beaucoup d'axes scientifiques, y compris pour certaines disciplines, on les retrouve dans plusieurs axes. On va passer à la suivante, parce que comme ça va être plus clair. Je vais juste focaliser sur certains points. Donc, je vais prendre quelques exemples. On voit qu'il y a certains axes qui sont très centrés sur une discipline, typiquement B05 et PE04. Donc là, il y a vraiment pratiquement une bijection voilà, entre chimie analytique, chimie théorique, modélisation et le PE4 des ERC. Pareil pour physique subatomique et astrophysique, on les retrouve presque tous les projets dans deux grands panels ERC, en fait P2 et P9. Inversement, il y a des axes qui sont ouverts à une très large gamme de disciplines. Donc c'est important de bien comprendre ces logiques-là, en fait. Donc je donne aussi des exemples. Vous avez la liste ici, bioéconomie, sciences de base pour l'énergie, énergie durable, y compris les sciences humaines et sociales d'ailleurs, pour ce comité-là. Capteurs, imageurs, instrumentation, transport, mobilité, construction, etc. Voilà. Donc, vous avez des axes qui vont couvrir une très large gamme de disciplines, en fait, parce qu'ils sont souvent focalisés soit sur l'application, soit sur des domaines transverses, effectivement, comme capteurs, imageurs, instrumentation, qui va faire appel à de la physique, à des sciences de l'ingénieur, etc. Je mentionne que les SHS sont présentes dans quelques axes, pas beaucoup. Les sciences du vivant, principalement dans l'axe consacré à la bioéconomie, comme on peut s'y attendre. Voilà. Et puis, en dehors, alors je suis désolé parce que je n'ai pas mis à jour ce numéro, donc c'est les 16 axes qui vous sont présentés ici. Il y a d'autres axes qui sont sous la responsabilité d'autres départements scientifiques qui accueillent aussi pas mal de projets relevant soit de la physique, soit de la chimie, soit des sciences de l'ingénieur, voire même des sciences des matériaux. Voilà. Alors, un autre point important, c'est sur l'interdisciplinarité. Alors, l'interdisciplinarité, alors attention ici à la numérotation parce que c'est basé sur des données. Comme je le dis, les données, je les ai sur la programmation précédente. Donc évidemment, ce n'est pas les nouveaux numéros. Donc là, vous n'avez pas les numéros de l'appel à projet générique 2025. Ce sont les numéros qui existaient pour l'appel à projet générique 2024. Donc le B1, ce n'est plus, voilà, qui était le B1, c'était un comité de physique, n'est plus un comité de physique aujourd'hui. Quand même, donc j'ai utilisé donc, ces données qui sont les données de l'appel à projet générique 2024 pour vous montrer là où se situaient les grandes interdisciplinarités. Les grandes interdisciplinarités entre grands domaines scientifiques, donc sciences du vivant, sciences de la matière par exemple, ou sciences humaines et sociales, sciences de la matière. Voilà, donc c'est ce que vous voyez ici, donc les grands domaines ERC, LS, PE et SH. Donc je vous ai montré là ici à la fois les nombres de projets très interdisciplinaires qui sont déposés et puis les taux par rapport au nombre total de projets
déposés dans chacun de ces axes-là. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'axes qui reçoivent des nombres significatifs de projets très interdisciplinaires, soit avec les sciences du vivant et les sciences du domaine, donc physique, chimie, ingénierie, au sens large. Donc vous avez la liste ici, ou avec le domaine SHS, H17, H18, H19, un peu H7, H9. Et je voulais aussi mentionner que, donc là, je me suis focalisé sur cette interdisciplinarité que j'appelle radicale, hein, entre grands domaines scientifiques. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont interdisciplinaires à l'intérieur d'un grand domaine ERC, PE, par exemple, entre chimie et physique. Évidemment, il y a beaucoup de projets qui sont interdisciplinaires dans ce sens-là. On peut revenir, oui, voilà, on peut revenir là-dessus. Alors, je vais, dans un troisième temps, vous présenter quelques données sur ce qu'on observe là en termes de distribution, donc par instrument, en termes notamment pour les projets collaboratifs, le nombre de participants, parce que c'est souvent des questions qui nous sont posées, et également sur les aides demandées selon les axes scientifiques. Alors, avant de passer à ça, voilà, donc je vais donc vous donner des statistiques sur les dépôts globaux sur l'appel à projet générique 2024. Donc vous voyez, mon premier message, c'est que tous les comités, évidemment, ne reçoivent pas les mêmes nombres de projets. Il y a une très forte variabilité. Donc il y a des gros comités. Voilà, il y a sur les 15 axes de l'an passé, il y a trois axes qui ont reçu plus de 150 pré-propositions chacun, dont un qui frisait les 250, sciences de l'ingénierie et des procédés. Et puis, à côté de ça, il y a des axes qui reçoivent des propositions au nombre beaucoup plus modeste, autour de entre 40 et 70. Donc, il y a déjà une grande variabilité de taille, nombre de projets déposés par axe. Deuxième message sur cette planche-là, c'est que dans certains axes, les projets collaboratifs avec entreprises peuvent représenter une part significative des propositions déposées. Donc ça veut dire que dans ces comités-là, non seulement dans tous les axes, en principe, les PRCE sont le bienvenu. Mais surtout dans ces axes-là, où il y a beaucoup de PRCE, c'est que les membres de comité sont peut-être plus armés, plus à l'écoute pour l'évaluation de ces projets-là. Donc c'est quand même un message important, je pense aussi. Voilà. Donc ce sont des axes dans lesquels, effectivement, les comités sont habitués à évaluer pas mal de projets PRCE. Alors, je signale... Non, on reste, s'il vous plaît. On a ce nouvel instrument PRME qui a été créé il y a 2 ans, donc qui a démarré assez doucement. Donc au début, il y avait peu de PRME déposés. C'est quelque chose qui est en augmentation depuis 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a relaxé un petit peu les contraintes depuis 2 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 PRME déposé pour 10 PRC. Donc, il y a une petite variabilité en fonction des comités, mais on est dans ce taux-là. Puis voilà, donc j'ai mentionné l'engouement pour l'axe sciences de l'ingénierie et des procédés qui avait été créé il y a 2 ans et aujourd'hui, et on verra si c'est encore le cas cette année, mais depuis 2 ans est autour de 250 pré-propositions, dont beaucoup de PRCE. Alors, avant de passer au point suivant, je voulais faire une mise en garde. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est quelques statistiques sur les projets qui ont été admis en étape 2. Alors pourquoi en étape 2 uniquement? C'est parce que c'est en étape 2 que l'on vous demande des budgets détaillés, donc précis. Sur l'étape 1, on vous demande quelque chose qui est plutôt, on va dire, une estimation. Alors, une estimation quand même précise, parce que de toute façon, vous n'êtes pas autorisé à faire varier beaucoup votre demande d'aide entre les 2 étapes. Mais on dit que c'est quand même encore plus précis sur l'étape 2. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise des statistiques principalement sur les projets déposés en étape 2. Donc je vais vous présenter les aides moyennes, minimales et maximales demandées par axe scientifique et par type de projet. Alors JCJC et PRC essentiellement parce que
c'est là où on a des nombres de projets pour lesquels on a suffisamment de statistiques. Sur les PRCE, comme je l'ai dit, c'est très variable en fonction des axes et dans certains cas, ça n'aurait aucun sens de vous présenter des statistiques parce qu'on n'a que 2 ou 3 projets. Donc il y a trop de variabilité par rapport à ça. Je vais essayer de voir si ça marche. Et donc, je vais aussi vous présenter comment sont distribués, parce que c'est aussi un message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il n'y a pas de normes. Nous, on ne vous dit pas, là, c'est pas du tout mon objectif de vous dire un PRCE, c'est 450 000 euros. Ou alors, c'est une fourchette de 420 000 à 480 000 euros. Ce n'est pas du tout ça mon message. Là, je vais simplement vous montrer ce que l'on a observé. Mais mon message, c'est de dire que, en fait, il faut que ce soit vous qui estimiez correctement l'aide dont vous avez besoin pour le programme de travail que vous considérez. Donc il faut avoir ce travail de réflexion sur le dimensionnement de l'aide demandée, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie des critères d'évaluation. C'est quelque chose qui est examiné par les membres de comité, et que si les membres de comité estiment, par exemple, que vous demandez 1 million d'euros alors que le travail pourrait se faire pour 600 000 euros, eh bien, certainement, ils vont mal noter ce critère-là. Donc, c'est à vous de bien dimensionner votre projet par rapport à votre programme de travail. Le projet peut avoir une demande d'aide élevée. Ce n'est pas un problème en soi. Si tout est justifié, par exemple par le fait que vous avez beaucoup de partenaires, par le fait que vous avez un programme de travail très ambitieux. Alors, je ne vous cache pas que les projets très chers sont, comme on le verra, assez rares, d'une part, et sont quand même très observés par les membres de comité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour qu'un projet très cher soit financé, qu'il y ait vraiment très peu de critiques par ailleurs. Voilà. Donc ils vont y regarder 2 fois, effectivement, pour être sûr que ça justifie bien le coût du projet. Donc ça ne vous empêche pas de demander des financements importants, mais il faut vraiment par ailleurs que ce soit parfaitement bien justifié, que le projet soit excellent à tout point de vue. Et notamment, je vous dis, si vous n'avez besoin que de 200 000 euros pour réaliser votre programme de travail, il ne s'agira pas de demander 250 000 euros, parce que ça ne sera pas forcément bien vu par le comité. On peut passer à cette mise en garde. Voilà, donc là, je vous présente des statistiques. Vous aurez accès à la présentation qu'on mettra en ligne. Si vous n'avez pas le temps c'est pas la peine de faire des copies d'écran ou autre. Donc, on la mettra en ligne. Vous pourrez regarder de plus près. En plus, je vous ai dit, c'est pas prescriptif. C'est pour ça que je vous montre en fait qu'on est sur des fourchettes qui sont très larges et des distributions qui sont aussi relativement larges. Donc, je vous montre ça à la fois par comité. Je vous montre un peu la fourchette, la gamme entre l'aide la plus faible demandée et l'aide la plus haute demandée. On voit par exemple que sur la physique de la matière condensée et physique de la matière diluée, c'est une gamme extrêmement large pour les JCJC. Et puis, vous voyez globalement, alors j'ai tout agrégé, tous les comités, comment ça se distribue par série. Je vous laisserai vous consulter ça à tête reposée si vous le souhaitez. Alors, je voulais présenter la même chose pour les PRC. Là encore, on est en étape 2. Alors, en étape 2, je vous donne, alors pour les PRC, un indicateur supplémentaire ici, qui est l'indicateur sur le nombre moyen de partenaires et comment le nombre de partenaires se distribue par projet, en fait. Comment les projets, enfin plutôt l'inverse, les projets se distribuent par nombre de partenaires. Donc vous voyez ici qu'on est essentiellement sur des projets entre 2 et 4 partenaires. Ça correspond à 94% des PRC déposés en étape 2. En moyenne, 3,2 partenaires par projet. Mais il y a quand même des variations suivant les axes. C'est ce que vous voyez. Donc, par exemple, dans les axes de chimie moléculaire, physique subatomique, astrophysique, il y a beaucoup de propositions avec seulement 2 partenaires.
Par contre, sur les axes H7, H17, H18, qui sont des domaines transversaux applicatifs, on est dans des projets avec des nombres moyens de partenaires qui sont plutôt élevés, en raison principalement de quelques projets avec un grand nombre de partenaires. Même si les projets à plus de 6 partenaires restent quand même des exceptions. Voilà. Donc c'est quelques indicateurs que je vous donne. Ça doit vous permettre un peu de positionner votre projet par rapport à ce que l'on observe en moyenne dans ces différents axes. On peut passer. Alors là encore, c'est la planche qui est identique à celle que je vous ai présentée pour les CJC, mais qui est un petit peu plus complexe parce qu'on a ici une distinction suivant le type de partenaire. Je pense que c'était utile de le faire parce que ce qu'on observe, c'est que le coordinateur, en moyenne, reçoit toujours beaucoup plus d'argent, demande toujours beaucoup plus d'argent, évidemment, que la moyenne des autres partenaires. Donc ce que vous voyez ici, c'est d'abord, c'est un peu les mêmes messages que précédemment, qu'on va retrouver ici. C'est qu'il y a des moyennes qui peuvent dépendre des domaines, qui peuvent être assez élevées, notamment, alors c'est vrai qu'en physique, mais aussi dans des projets un peu plus applicatifs, par exemple sur la bioéconomie, sur la sécurité globale. Donc on est sur des projets qui sont en moyenne plus chers parce qu'ils impliquent aussi plus de partenaires. On a des fourchettes qui sont extrêmement larges dans certains cas. C'était le cas par exemple en physique subatamique et astrophysique parce que c'est un comité qui accueille à la fois, plutôt je devrais dire qui accueillait, ça me permet de revenir là-dessus, qui accueillait des petits projets de physique théorique, donc qui ne nécessitaient pas forcément beaucoup de moyens en dehors de moyens de personnel, et puis des gros projets de physique des particules expérimentaux qui eux nécessitaient des moyens importants. Donc ce qui justifie totalement cette fourchette très large. Sur les coordinateurs, là encore, on retrouve cette variabilité, vous voyez, avec ces valeurs moyennes. Vous voyez, et puis les partenaires, comme je l'ai dit, des aides beaucoup plus faibles par partenaire. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous présenter, puisque l'objectif de ce séminaire, c'était d'abord de vous faire cette introduction, mais surtout de vous donner la parole. Donc la parole est à vous. Donc donnez la parole pour poser vos questions. Alors, posez vos questions soit par rapport à ce que je viens de raconter, soit par rapport à ce que vous avez lu dans le texte de l'appel à projet générique, par rapport à vos interrogations sur votre sujet de recherche, par rapport à l'appel à projet générique, enfin voilà, les questions que vous souhaitez, que je vous invite à nous poser maintenant. Et comme je l'avais dit, je propose que vous puissiez les poser dans le chat ou, si vous le souhaitez, que vous leviez la main pour les poser. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, donc je vais tout de suite lui donner la parole parce qu'il n'y a pas encore de questions dans le chat. Donc, Monsieur Bisson, Régis Bisson, si vous Oui, bonjour. Oui. Merci pour la présentation qui était claire. J'avais une question en regardant les instruments de financement. Oui. Donc, en fait, j'ai une question un peu spécifique qui a trait au PRCI. Donc, en fait, j'ai un projet que je suis en train de monter avec une partenaire aux États-Unis. Néanmoins, l'axe dans lequel on souhaite déposer ne rentre pas en compte dans les lead agency NSF ANR. D'accord, oui. Donc, je me demande s'il faudrait qu'on vise plutôt un dépôt au PRCI en disant que le partenaire étranger ne va pas être financé par l'ANR et qu'il cherchera par lui-même ses propres moyens, par exemple avec la DOE. Tout à fait. Alors, je ne sais pas quelle est votre thématique, mais oui, effectivement. Oui, j'ai bien compris effectivement la question. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé spécifiquement des PRCI, mais les PRCI, c'est particulier parce que ce sont des accords que l'on a avec certaines agences. Donc, certains pays, certaines agences. On n'a pas des accords avec toutes les agences de la Terre, malheureusement. Et quand on a des accords, parfois, on a des accords sur tous les domaines scientifiques, mais dans d'autres cas, on a des accords qui ne sont que sur certains thèmes spécifiques.
Ce qui est le cas avec la NSF, donc on a négocié pied à pied avec la NSF pour définir les thèmes de collaboration, et bon, on n'a pas pu ouvrir tous les domaines scientifiques. Donc effectivement, vous avez la bonne suggestion qui est dans ce cas-là de monter un projet, alors PRC, donc ça va être un PRC puisque c'est un projet collaboratif, mais avec un partenaire qui ne sera pas financé. Donc du point de vue de l'ANR, il ne sera pas financé et il doit venir en assurant le fait qu'il va avoir son propre financement. Alors ça, c'est quand même un enjeu important parce que vous devez construire la proposition de telle manière que le comité d'évaluation qui va évaluer ce projet-là soit convaincu que le partenaire pourra bien réaliser ses tâches si elles sont importantes dans le projet. Donc ça, c'est quand même très important. Et donc, il faut quand même s'assurer qu'il aura cette capacité-là. Parce que si le comité d'évaluation n'est pas convaincu de ce point-là, il pourrait mal évaluer le projet par rapport à ça, par rapport au risque que ce partenaire soit défaillant. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, donc c'est ça qu'il va falloir travailler, je pense. Donc, il ne faut pas faire un PRCI, mais bien juste un PRC, même si le partenaire... C'est un PRC avec partenaires étrangers non financés. De toute façon, les PRC, vous avez le droit de rajouter des partenaires qui ne seront pas financés, qu'ils soient étrangers ou pas. Mais si ces partenaires, en fait, jouent un rôle dans le projet, il faut pouvoir argumenter le fait qu'ils ont les capacités de jouer ce rôle et les moyens de le faire. Voilà. Réponse très claire, merci beaucoup. Voilà, de rien. Ok. Alors, je vois que M. Hirsch pose une question dans le chat. Un projet avec IRL qui démarre officiellement. Alors, qu'est-ce que c'est IRL? IRL international. Vous pouvez peut-être la poser à l'oral, oui. Oui, bonjour. Un IRL, c'est un International Research Lab qui est avec le CNRS. C'est une unité mixte du CNRS, les anciennes unités mixtes internationales. Ah oui, ok. Ok, je voyais plus, mais ok, très bien. Et donc, elle n'existe pas actuellement, c'est ça? Donc, non, officiellement, ça sera le 1er janvier 2025. Donc, je pose la question parce que pour le premier tour, ça sera officiellement pas le cas, mais pour le deuxième tour, il n'y aura pas de problème. Alors, c'est un cas un peu compliqué parce que le partenaire n'existant pas, il ne va pas pouvoir s'enregistrer parce que vous allez devoir quand même déclarer la liste des partenaires dès la première étape avec l'enregistrement. Donc, il va pas être dans la base ANR. Donc, ça va poser un problème, ne serait-ce que sur la plateforme de dépôt. On ne pourrait pas le déclarer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... Les personnels qui seraient impliqués, donc je suppose qu'ils sont quelque part actuellement. Oui, et ils sont en l'occurrence, ils sont en Angleterre et ils sont dans le labo dans l'université qui sera partenaire, où il y aura l'IRL. D'accord, mais il n'y a pas de personnel payé. Il n'y a pas encore de personnel CNRS, par contre. Il n'y a pas de personnel, oui, c'est la question que je me posais. Mais ces personnels CNRS ne sont pas identifiés. Ça me semble étonnant parce que le 1er janvier, c'est tout bientôt. C'est bientôt, mais on peut, au début, il n'y a pas de personnel CNRS. Une fois que il n'y aura pas de personnel CNRS au début, au 1er janvier. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que le personnel CNRS arrive. Oui, ça va être compliqué parce qu'en plus, ça ne va même pas être des employés. Bon, je pense que peut-être qu'une solution, c'est de mentionner peut-être ce laboratoire, mais pas il ne sera pas dans les partenaires financiers, peut-être. Je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça, parce qu'un partenaire qui n'existe pas actuellement, c'est pas simple. Le faire rentrer après en deuxième étape, si... Contacter APG Sciences. Ouais, il faut contacter APG Sciences parce que c'est un cas très particulier. En principe, l'unité sur laquelle il va déposer est compliqué à gérer. On ne va pas vous empêcher de déposer, mais je ne sais pas très bien sous quelle forme il faut le déclarer en fait sur la première étape, puisqu'il n'existe pas. D'accord, merci, je les contacterai. Et alors, les contraintes pour les PRME. Alors, les contraintes pour les PRME. Alors, je n'ai pas sous les yeux, peut-être qu'un de mes collègues pourrait les lire, mais elles sont très claires dans le texte d'appel à projet générique
Elle consiste déjà dans le fait que quand vous êtes titulaire d'un coordinateur d'un PRME, vous ne pouvez plus du tout vous impliquer dans les dépôts d'autres projets ultérieurement. Voilà, donc il y a une contrainte très forte par rapport à ça. Il y en a une autre sur le nombre de personnes mois et de personnel, le nombre de personnes qui doivent être impliquées dans un PRME. Un PRME, c'est pas un projet individuel. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est un projet d'équipe. Équipe veut dire plusieurs personnes et pas. Tu peux peut-être le lire. Voilà, donc aujourd'hui, alors on avait relaxé la contrainte sur les équivalents de temps plein. Effectivement, c'était descendu à 1,5 parce que la première année, on avait mis une barre assez haut. Donc, je crois que c'était à 2,5 mois. Et là, c'est descendu à 1,5. Donc c'est dans ce sens-là où on a relaxé les contraintes, mais elles existent toujours. Et donc, ce n'est pas une personne qui propose son projet, c'est un projet d'équipe. C'est un projet d'équipe qui s'appuie sur plusieurs permanents de l'équipe. Et ce n'est pas un permanent et des postdocs et des doctorants. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport au PRM. Alors, je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles sont apparues dans le chat. Vous confirmez bien qu'on peut indiquer un partenaire français non financé lors du dépôt d'un PRC? Oui, tout à fait. Vous pouvez indiquer des partenaires non financés, y compris français, dans les PRC. Notamment, par exemple, vous savez bien qu'il y a une contrainte sur les PRCE. C'est-à-dire qu'un PRCE, c'est un instrument qui vise à financer des projets collaboratifs avec entreprises dans lesquels l'entreprise doit avoir un rôle qui ne soit pas négligeable. Donc, et pour lequel il va y avoir partage de la propriété intellectuelle entre les partenaires publics et l'entreprise, ou les entreprises, etc. Ça peut ne pas vous convenir, mais vous aimeriez quand même impliquer une entreprise dans votre projet. Dans ce cas-là, il est possible d'associer une entreprise comme partenaire non financé à un PRC. Donc c'est une possibilité. Alors, ensuite, il y a une question sur justement le dépôt d'un PRCE. Y a-t-il une plus-value à demander à une labellisation par un pôle de compétitivité? Non, je vous le dis clairement, ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte dans l'évaluation des projets. Alors vous, ça peut vous intéresser de vous rapprocher du pôle de compétitivité parce qu'ils peuvent vous donner des conseils au moment de la préparation du projet. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut aussi être intéressant dans les perspectives de valorisation des résultats de votre projet, d'avoir des liens avec un pôle de compétitivité. Mais sur la partie proprement évaluation et sélection par l'ANR, ça n'a pas d'importance. Simplement, pour une raison très claire que vous comprenez tous, c'est que les pôles de compétitivité, il n'y en a pas sur tous les domaines et il n'y en a pas partout géographiquement. Et donc, on ne veut pas créer de biais de sélection entre un projet qui aurait pu bénéficier parce qu'il est situé dans le périmètre thématique et dans le périmètre géographique d'un pôle de compétitivité par rapport à un autre projet qui, lui, il est en dehors de ce périmètre-là et n'aurait pas pu en bénéficier. Voilà, donc c'est plutôt du point de vue de cet enjeu d'équité que, effectivement, ça ne rentre pas dans ces critères d'évaluation. Alors, il y a une question sur le budget. Le budget peut-il être déterminant pour le choix de l'axe? Un projet JCJC, moi je dirais non. Ce qui compte d'abord pour le choix de l'axe, c'est l'orientation scientifique de votre projet. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder d'abord, très clairement. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait qu'il y a des axes qui suivent une logique de discipline. Donc ils cherchent d'abord, avant tout, à financer des projets qui vont apporter des innovations, des progrès dans le domaine de la discipline par rapport aux communautés concernées. Donc, il y a cet enjeu-là dans ces comités-là. Il y a des projets qui vont entrer dans des axes parce qu'ils vont contribuer à un enjeu de société. Par exemple, sur l'énergie, on a un comité sciences de base pour l'énergie, qui est un comité qui vise à accueillir des projets assez amont dans le domaine de l'énergie. Mais même s'ils sont amont,
ils doivent avoir une perspective claire en termes d'application au domaine de l'énergie. Je vais donner un exemple. Vous avez une idée de travailler vous travaillez en mécanique des flux. Vous regardez des écoulements comme ça, vous intéressez aux aspects très théoriques de ces écoulements. Et puis vous dites à la fin de votre projet, oui, parce que ça pourrait avoir un intérêt pour les énergies marines ou pour l'efficacité énergétique de procédés industriels dans lesquels il y a des écoulements. Ça ne va pas être bien reçu par le comité sciences de base pour l'énergie. Parce que vous êtes dans votre projet, vous ne faites pas un lien direct entre des verrous à lever dans un domaine de l'énergie et ce que votre projet va pouvoir apporter par rapport à ça. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un lien qui soit explicite, même si vous n'arrivez pas à le quantifier à ce stade-là, parce que vous êtes encore sur de la recherche à nous. Voilà. Donc il faut regarder au cas par cas, axe par axe, ce qui pourrait convenir à votre projet, et choisir en fonction de ces orientations des axes, en fait, et de ce que vous pouvez faire. Voilà. Et la question budgétaire, ça vient dans un second temps. Bon, je vous ai donné des éléments de dimensionnement, mais il y a toujours une grande variabilité, en fait, dans ces budgets demandés, ces aides demandées. Donc, alors, voilà, je souhaite déposer une ANR JCJC. J'aimerais savoir si, dans le cadre des partenaires non financés, il est possible de choisir un laboratoire étranger. Oui, tout à fait. Là encore, j'ai mentionné des projets collaboratifs dans lesquels vous pouvez avoir des partenaires non financés, mais même, en fait, même dans un projet JCJC, alors, vous pouvez avoir, il n'y aura qu'un partenaire financé de toute façon, mais vous pouvez quand même travailler avec d'autres partenaires en France ou à l'étranger. Il faut les mentionner dans le document scientifique, hein, mais voilà. Ils ne seront pas financés. Alors, est-il possible de construire un PRCE avec une entreprise dont un chercheur du partenaire académique est également fondateur et actionnaire de l'entreprise? Alors là, c'est une question pour laquelle ma réponse serait plutôt d'être. Je ne vais pas être totalement opposé à ça, mais je dirais qu'il faut quand même faire très attention parce que ça pourrait être considéré comme un faux PRCE. Voilà. Donc les cas se sont déjà posés dans le passé. J'ai en mémoire des cas de discussion dans des comités où c'était une start-up dans lesquelles les personnels qui intervenaient dans la start-up, donc c'est que PRCE, étaient aussi des gens qui étaient dans un laboratoire. Donc en fait, c'était pas un vrai PRCE au sens où c'était pas des gens du secteur industriel qui participaient au projet. Donc, c'était des académiques qui participaient côté entreprise. Donc là, il faut vraiment se méfier de ça. Il y a un risque que ça soit mal évalué de ce point de vue-là par les comités. Donc je serais plutôt prévenir par rapport à ce risque-là. J'espère que je suis clair, mais... y a-t-il une préférence entre les projets PRC et PRME? Alors, non, il n'y a pas de préférence en termes d'évaluation. Il y a des petites différences dans les critères d'évaluation, bien entendu, entre ces deux instruments, hein, parce qu'on ne juge pas de la même façon le consortium, puisque dans un cas, c'est un projet collaboratif avec plusieurs partenaires. Dans l'autre cas, on est dans un projet où il y a une seule équipe. Donc, ce n'est pas jugé exactement de la même façon, évidemment. Mais surtout, ces projets-là font l'objet de leur propre classement. C'est-à-dire qu'on ne va pas interclasser, les comités ne vont pas interclasser les PRC et les PRME. Donc, il va y avoir des classements distincts ces deux instruments. Bon, parfois, ils vont quand même être amenés à essayer d'étalonner ces classements parce que il ne s'agirait pas de financer un PRME, on va dire moyen, et puis de laisser de côté un excellent PRC. Voilà. Donc il y a un étalonnage qui se fait entre instruments. Il ne s'agit pas de dire, chaque comité ne dit pas, il y aura 24% des PRC, 24% des PRME, 24% des PRCE qui seront financés. C'est au cas par cas, parce qu'il y a quand même des différentiels de qualité parfois qui peuvent se produire entre instruments. Mais les classements se font instrument par instrument. Alors,
Alors, si on veut travailler avec l'entreprise juste pour récupérer la matière première, dans ce cas, doit-on déposer un PRC ou un PRCE? Alors, si l'entreprise est un simple fournisseur ou prestataire, ça doit être un PRC et elle ne doit pas être partenaire, en fait. Elle doit être, si vous achetez à l'entreprise quelque chose, elle doit être juste un prestataire, en fait. Donc, il faudra prévoir de la sous-traitance dans les dépenses éligibles. Par contre, la question peut être un peu plus compliquée, parce que si, par exemple, l'entreprise doit faire des traitements, des pré-traitements qui ne sont pas standards, donc qui vont dépendre du projet, en fait, qui vont dépendre du projet. Vous allez être obligé de travailler avec eux sur ces traitements ou tout ça. Dans ce cas-là, vous pouvez envisager de les rendre partenaires, effectivement. Donc ça va dépendre de ce que vous attendez d'entreprise en fait. Si c'est quelque chose qu'elle produit déjà sur étagère et dans son catalogue, que vous allez acheter simplement, ça doit être simplement un prestataire, ce sera un PRC. Si par contre vous allez être obligé de travailler avec l'entreprise parce que vous avez une demande vraiment très spécifique qui n'est pas sur catalogue, qui va lui demander des investissements et tout, ça pourrait être un PRCE. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions pour l'instant, si. Alors, risque-t-on d'être mal évalué, incompris, si notre projet ne se place pas dans la discipline ERC principale de l'axe? C'est vrai que lorsqu'on a écrit les textes de chaque axe, on a quand même essayé d'être assez exhaustif sur les disciplines ERC, c'est assez englobant. Si vraiment vous ne vous retrouvez pas dans ces disciplines ERC, mais que vous pensez que votre sujet rentre dans l'axe, pourquoi pas? Et faites attention quand même à bien le justifier, parce que c'est vrai qu'on a peut-être pu oublier les disciplines, on n'a peut-être pas mis des disciplines qui me semblaient vraiment très mineures, ça peut arriver, il peut y avoir des projets qui sont complètement isolés scientifiquement, hein, donc ça peut arriver, ça. C'est vrai notamment sur les axes qui sont dans les domaines qu'on appelle H, donc domaines transverses, on a essayé quand même de mettre beaucoup de disciplines. Donc si c'est le cas et que ça rentre pas, bon, ça peut arriver, mais voilà. Par contre, dans les axes qui sont vraiment axés sur des domaines disciplinaires, c'est plus dangereux, je dirais, que de choisir une discipline qui n'est pas dans les disciplines principales. Alors, sur les financements, proportionnellement au nombre de projets déposés, alors oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, c'est à peu près dans le sens où, en fait, c'est pas le nombre de dossiers, c'est l'aide demandée, en fait, qu'on utilise. Parce que, comme on l'a vu, il y a une variabilité qui est assez forte. Alors, bien sûr, entre instruments, mais aussi entre axes scientifiques. Donc, sur les moyennes d'aides demandées par projet. Et donc, on a une petite formule de répartition des budgets par comité, par axe, qui tient compte des aides demandées par axe et par instrument. Tout cela pour arriver à un taux de succès qui va être homogène à peu près. Donc, homogène en principe entre instruments et entre axes. Aujourd'hui, on était pratiquement donc à des taux de succès qui sont entre 24 et quelques pourcents et 25% pour la plupart des axes. Les petites différences s'expliquant par l'épaisseur des projets. Voilà, donc on est sur des axes où il y a peu de projets financés, passer de N à N plus 1 projet fait passer de 24% à plus de 25%. Donc ça peut arriver. Ou par le fait que sur certains axes, il y a eu des priorités stratégiques qui se sont appliquées. C'est notamment le cas, par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a un comité dédié à l'intelligence artificielle. Donc ce comité-là bénéficie plus particulièrement de la priorité intelligence artificielle, ce qui est tout à fait logique, même si d'autres comités peuvent en bénéficier. Et donc il a un taux de succès global à la fin qui est plus élevé que les autres. Alors j'ai une question sur les OSI et IR étoilé. Est-ce que ce qui est attendu, ce sont de nouveaux outils d'analyse de données? Par exemple, est-ce que le développement d'une nouvelle méthode pour analyser des données synchrones obtenues dans le cadre d'un PRC, mais qui peut s'appliquer à d'autres données, peut rentrer dans ce cadre?
C'est tout à fait ce qui est attendu là. Là, ce qui est vraiment attendu, on ne cherche pas forcément à être très innovant sur les méthodes, en fait. C'était justement, alors c'est une très bonne question parce que je n'ai pas précisé pourquoi. J'ai donné des indications pourquoi le ministère nous a demandé de mettre en place cette priorité. Et en fait, pourquoi le ministère estimait que l'ANR finançait mal cette phase d'exploitation des données. C'est souvent parce que les projets qui sont focalisés sur cette phase d'exploitation des données ne sont pas très innovants, précisément, du point de vue des méthodologies. Et donc, les comités avaient tendance à estimer que, comme ils n'étaient pas innovants du point de vue des méthodologies, ça ne valait pas le coup de les financer. Ils n'apportaient pas de nouveautés là-dessus. Parce que leur nouveauté, en fait, essentiellement, elle était sur le résultat d'exploitation. Voilà, donc c'est par la connaissance qui était produite une fois qu'on a exploité les données. Et ça, ce n'était pas forcément estimé très innovant par beaucoup de comités. C'est pour ça qu'on a dû mettre en place cette priorité. Donc si vous êtes sur l'aspect plutôt très innovant du point de vue méthodologique, ce n'est pas forcément un projet qui va relever de la priorité OSI ou étoilé. Par contre, c'est un projet qui pourrait être éventuellement bien reçu par le comité. C'est un peu standard, je dirais, de ce qu'attendaient les comités avant la mise en place de cette priorité. Une question avant. Oui, je n'avais pas vu la question sur les PRME. Définition de l'équipe pour un PRME, celle-ci doit être une équipe labo ou un sous-ensemble. Ça. Équipe officielle du labo. Je suis désolé, j'ai un bug sur le chat. Ah, si tu veux, c'est à l'écran. Je vois. Ok, donc équipe officielle du labo peut-elle être un sous-ensemble? Alors, une équipe PRME, pour la plupart des labos, c'est quelque chose qui est déjà défini. Défini au sens HCRS. Donc c'est quelque chose qui, lorsque vos labos subissent l'évaluation par le HCRS, ils ont défini des équipes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on entend équipe. Alors il y a des cas particuliers où les équipes que vous présentez, ça ne va pas être des équipes au sens HCRS, ça peut arriver. Mais ça doit rester un peu des exceptions et on vous demandera de toute façon une justification auprès du directeur du laboratoire. Voilà, donc ça sera par la validation par le directeur du laboratoire qui dise à l'ANR que c'est bien une équipe au sens PRME qu'on entend. Par contre, je ne sais pas si c'est la même question de sous-ensemble de 2 UMR. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas si c'est lié à la même question. C'est lié à la même question. Mais je pense sans part ça. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Si c'est 2 UMR, c'est un projet collaboratif. C'est un PRC. Alors, pour le budget, y a-t-il un ratio optimal en RH, doc, postdoc, fonctionnement? Non. Il n'y a pas de... Donc là, on n'est pas prescriptif de quoi que ce soit. C'est à vous de voir en fonction de vos besoins et de votre programme de recherche. Donc, c'est à vous de voir l'équilibre que vous aurez entre les équipements, le fonctionnement et les ressources humaines. Donc, voilà. C'est vraiment du cas par cas, puisque j'ai mentionné les cas de la physique théorique où, en général, ils n'ont besoin que de ressources humaines et d'un crayon et d'un papier ou d'un ordinateur. Et puis, des cas de projets très axés sur l'expérimentation, où là, il y a besoin d'investissement dans des instruments, il y a besoin de soutenir des coûts de fonctionnement, et puis en plus des ressources humaines. Donc c'est très dépendant des sujets, des domaines scientifiques. Alors, les projets pluridisciplinaires sans caractère applicatif. Les projets pluridisciplinaires, on peut les retrouver un petit peu partout. C'était un peu le sens de ma diapo sur la pluridisciplinarité. Donc, on trouve de la pluridisciplinarité même dans des axes scientifiques qui sont focalisés sur des disciplines particulières. Typiquement, j'ai montré chimie analytique, par exemple. Cet axe-là reçoit des projets
pour lesquels il peut y avoir bien sûr des chimistes, mais aussi des biologistes qui peuvent être associés, voilà, le cas échéant. Et ce n'est pas forcément toujours à des choses applicatives. Donc on peut les retrouver un petit peu partout. De toute façon, ils sont évalués comme les autres projets. Donc on regarde quand même ces comités dans les comités très disciplinaires. Bon, ils regardent quand même le progrès dans la discipline donnée, mais ils sont aussi ouverts aux autres disciplines. Alors, H10, là je vais laisser répondre un de mes collègues qui connaît beaucoup mieux l'axe H10. Alors je ne sais pas si c'est Bertrand ou Berthès. Il y a Bertrand en ligne, je crois. Donc Bertrand Fourcade est le responsable scientifique du domaine. Bertrand, tu nous entends? Oui. Tu peux répondre à cette question sur les projets purement théoriques visant à développer des outils ou à explorer les propriétés d'une nouvelle classe de nano-objets non encore exploités. Est-ce qu'ils seraient bien reçus dans l'axe H10? Qu'est-ce qu'on entend par purement théorique? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a des caractères très fondamental? La réponse est oui, puisque c'est quelque chose, enfin, c'est un axe où justement qui vise à exploiter les propriétés à l'échelle nano. Donc, si la question a trait à un caractère fondamental, sans viser une application particulière, la réponse est oui. C'est sur le mot théorie. On voit des projets de modélisation sur le comité, mais de théorie en elle-même, j'aimerais qu'on me soit plus spécifique sur ce point. Je peux éventuellement préciser, sans vouloir prendre trop de temps pour d'autres questions. Donc, au niveau théorique, ce serait de mettre en place divers niveaux d'approches qui vont des approches semi-empiriques jusqu'aux approches basées sur les premiers principes. Et en termes d'application, on va dire, il y a quand même quelque chose qui vient en arrière-pensée qui serait lié aux technologies quantiques. C'est a priori possible, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est bien marquer le caractère nano. D'accord, d'accord. Ça, c'est que vous avez le contrôle à l'échelle nanométrique. Oui. Et c'est ça qui est vraiment important. D'accord, très bien. Et ce que vous verrez aussi à la consultation des projets, c'est qu'effectivement, il y a un grand côté parmi les projets d'élaboration, de processus d'élaboration, de croissance, ce genre de choses. Mais il y a aussi des projets qui nous donnent une large part à la modélisation numérique qui peuvent justement aider comme guide. D'accord, merci beaucoup et merci beaucoup Je vous en prie, madame. pour ce webinaire très clair. Alors, la question suivante porte sur le comité sciences de base pour l'énergie. Donc, j'avais déjà un peu donné un exemple. Donc, je ne sais pas si les recherches étaient très appliquées. Enfin, je pense peut-être que les titres peuvent être un peu trompeurs parfois. Donc, ce qui est clair, c'est que dans ce comité, comme je le disais, l'application visée doit être claire. On peut pas, le projet ne peut pas rester dans le vague par rapport à l'application visée. Il faut avoir défini, c'est pour ça d'ailleurs peut-être que ça explique pourquoi les titres sont clairs et semblent applicatifs. En revanche, le contenu du projet, lui, peut être très amont en termes de recherche. Donc, on peut viser à lever un verrou qui existe dans une technologie de l'énergie, mais par des travaux très amont. Inversement, si vous voulez faire des recherches qui soient un peu génériques, méthodologiques, mais que vous ne savez pas clairement à quoi ça va s'appliquer dans le domaine de l'énergie, je pense qu'il vaut mieux regarder aussi parallèlement si votre projet ne serait pas plus pertinent pour un autre axe scientifique. Je pense notamment, si on reprend l'exemple de mécanique des fluides que je donnais, aller regarder dans l'axe scientifique sciences de l'ingénieur et des procédés.
qui peut accueillir ce type de projet-là, même s'il peut y avoir, il peut y avoir des applications à l'énergie, il peut y avoir des applications à d'autres domaines. Ce n'est pas un axe orienté vers les applications, mais c'est un axe qui est orienté vers le soutien à une recherche, on va dire, de base dans le domaine disciplinaire des sciences de l'ingénieur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est peut-être plus adapté dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'idée claire de ce que votre projet peut apporter dans un domaine de l'énergie ou une technologie de l'énergie. Est-ce que H11 est adapté à un projet de développement instrumentaux en IRM pour détecter des pathologies? Alors là, je vais aussi laisser répondre Bertrand, qui va nous dire probablement non. Oui, c'est bon, c'est toujours un point délicat. Que ce soit sur les animaux ou sur les humains, c'est non. L'axe H11 va accueillir des projets qui sont amont. Nous aurons sur le comité des gens qui sont des experts de ces sujets, mais ce n'est pas un axe qui est centré sur les technologies de la santé. Et sinon, il faudrait complètement remodeler le comité. Le comité va être attentif, bien sûr, à cette question. Est-ce que ce projet est utile? Et en disant que c'est utile justement pour faire de l'IRM sur les animaux et en le justifiant, ça c'est un bon point. Mais le comité va plus s'intéresser au développement instrumentaux. Vraiment, la question qui est centrale au comité, c'est qu'est-ce qui est fait dans ce projet pour sortir le signal du bruit? Donc ça peut être à la fois très fondamental, très appliqué, très fondamental en technologie pour la santé, très fondamental en biologie ou très fondamental en biologie ou en nanomagnétisme. Mais vous voyez, on est beaucoup plus au niveau de la chaîne instrumentale. Et effectivement, si ça sert à quelque chose, ça c'est un point de plus. Mais par contre, si dans votre projet interviennent des vétérinaires, parce qu'il s'agit d'animaux, ça, c'est relativement mal cadré avec ce comité. Je me permets d'intervenir. Non, Allez-y. en fait, il s'agit d'une IRM expérimentale à très bas champ. Donc, c'est une IRM qui a été fabriquée. Enfin, c'est pas vraiment une IRM, c'est un prototype. Et on connaît très mal ce qui se passe à très bas champ. Et donc, c'est vrai que c'est pour déterminer une pathologie, mais ça reste très, très instrumental. Et jusqu'à maintenant, en technologie pour la santé, ça a été beaucoup trop applicatif pour nous. Donc, c'est pour ça que je pose la question, c'est que du coup, il n'y a rien pour nous. Bah, et si ça reste toujours instrumental, voilà, il faut il y a aussi une façon de le présenter. Oui, oui, d'accord. Tout est dans la façon de le présenter. Si vous voulez, et il faut que le centre de gravité du projet soit clairement expérimental, instrumental. Ok, merci beaucoup. Maintenant qu'il soit justifié, et à ce moment-là, vous pouvez le justifier, et plus il sera justifié, finalement, plus il sera regardé. Parce que pourquoi faire ça plutôt qu'autre chose qui va rester sur des étagères? Mais le comité, lui, ne peut pas juger, si vous voulez, des développements applicatifs eux-mêmes en technologie pour la santé. Mais si vous le justifiez, ça, c'est en mode plus. C'est effectivement quelque chose de plus. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si j'en ai oublié. C'est pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ou alors vous êtes complètement satisfait de ce qu'on a pu vous dire jusqu'à maintenant? Si c'est le cas, on va pouvoir arrêter cette session-là. S'il n'y a pas d'autres questions. En conclusion, ce que je voulais vous dire,
c'est que donc vous avez peut-être vu sur le plan large de la caméra que je suis avec une partie de mon équipe qui travaille dans mon département, comme je l'ai dit, donc sur les différents axes. Et donc si vous avez des questions à nous poser suite à cette réunion dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent, alors, lorsque vous préparez votre proposition, c'est de ne pas hésiter à contacter les CPS des axes qui vous intéressent pour voir avec eux ce qu'ils pensent par rapport à ce que vous souhaitez faire. Même si, effectivement, comme je l'avais dit, on ne pourra jamais vous dire formellement, c'est ici que vous devez déposer votre projet. Voilà. C'est vraiment votre responsabilité, mais on pourra toujours vous apporter quelques éclaircissements sur le périmètre des axes qui vous intéressent. Voilà. Le message de fin que je souhaitais vous communiquer. Merci à toutes et à tous. Et puis, on mettra en ligne la présentation ainsi que l'enregistrement de cette session.